Olivier Lambert, je dirige Sephora, qui est un organisme de formation qui forme surtout les employés, principalement les employés. Organisme qui est actif partout en Belgique. Nous donnons des formations dans tous les domaines et aussi dans le domaine de l'agilité. Et c'est également une organisation qui a connu une grande transformation depuis quelques années, aussi sur les principes de l'agilité. Et ce qui m'amène peut-être à avoir quelques petites choses à vous raconter aujourd'hui à ce sujet. Anne-Catherine. Bonjour à tous, mon nom est Anne-Catherine Trinon, je dirige une agence de communication à Bruxelles, spécialisée dans le retail. Et aujourd'hui, en fait, je peux vous parler beaucoup de management participatif et d'intelligence collective, puisque j'ai initié un processus d'intelligence collective il y a 10 ans dans mon agence. Et intelligence collective rime aussi avec agilité. Bonjour, je m'appelle Alain Pajot, je suis le CEO d'un groupe qui s'appelle Concept Expo, basé à Wavre, qui a des activités dans le monde de l'aménagement du stand pour faire exposition et l'aménagement de magasins et de musées. Et je suis heureux d'être là pour vous parler aussi de mon parcours depuis 2 ans, le parcours de l'entreprise dans le monde de l'intelligence collective, de la transformation managériale vers un monde collaboratif. Voilà, qui j'espère aujourd'hui pourra illustrer un peu comment nous on a vécu ces moments. Bonjour à tous, je m'appelle Sam Médici, je suis passionné par le monde des organisations. J'ai accompagné pendant les 5 dernières années les entreprises wallonnes, principalement les PME, dans leur questionnement et surtout leur management de l'innovation au sens large. Bruno. Bonjour à tous, Bruno Sbill. Alors donc moi j'ai 2 pieds. Un pied dans le monde de l'agilité, je suis formateur Scrum, coach agile, j'utilise aussi des outils comme Reinventing Organization, l'entreprise libérée. Et un autre pied dans le développement personnel, je suis coach de vie, thérapeute et auteur du livre À la découverte des familles d'âme, qui est un superbe outil de développement personnel, mais qu'on peut aussi utiliser dans une équipe Scrum pour varier les styles de management, de bien communiquer dans les organisations. Merci beaucoup. Donc j'imagine que déjà, ne fût-ce qu'avec cette présentation, vous avez plein de questions à leur poser. Donc n'hésitez pas. Le Q&A dans Remo et ici présent, notez vos questions à un moment où on donnera la réponse. Donc on va commencer, je vais vous dire sans surprise, par parler du Covid. C'est clair que je pense que ça nous a tous impactés. Je commencerai par Olivier. Donc la question est simple, c'est quel a été l'impact du Covid sur ton organisation, le Sephora qui donne beaucoup de formations. Donc, je te laisse. Oui. Alors en effet, Sephora, notre métier principal, c'est de donner des formations. En temps normal, nous organisons à peu près entre 20 et 25 formations par jour. Activité qui s'est arrêtée immédiatement entre ce fameux vendredi 13 mars dont tout le monde se souvient et le 30 juin. Ce sont plus de 2500 formations qui ont été annulées, donc ça a eu un impact énorme sur nous, sur notre activité, sur l'activité des formateurs avec lesquels nous travaillons et bien entendu également un impact sur nos clients qui n'avaient plus accès à nos services. Donc premier impact, c'est une annulation pure et simple de notre activité. En tant que chef d'entreprise, pour moi, la deuxième chose, ça a été de faire en sorte de permettre aux 110 collaborateurs de Sephora de travailler, de continuer à travailler online. Nous n'avons dû mettre personne au chômage économique. Il y avait du travail pour revoir nos programmes, nous réinventer notre manière de travailler. Et c'est un enjeu très important. Le travail à distance, même si nous avions déjà 2 jours de télétravail pour tout le monde, passer en télétravail intégral, c'était un enjeu très compliqué. Ça voulait dire repenser des modes de communication, repenser des modes managériaux pour rendre tout cela efficace, garder le contact avec chacun, continuer à donner du sens, garder la motivation de chacun et tout en tenant compte des contraintes de chacun. Les collaborateurs Sephora, sans être dans les stéréotypes, mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont de jeunes enfants, qui étaient à la maison et donc c'était un impact très important. Troisième enjeu de cette crise, c'était de repenser à comment nous pouvions répondre aux besoins de nos clients.
Alors, j'aurai très certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais ce que nous avons fait, c'est une concertation de notre écosystème. 400 contacts ont été pris par les collaborateurs de Sephora auprès de nos clients, des chefs d'entreprise, des formateurs, des responsables HR, pour leur demander où en êtes-vous, quels sont vos besoins, et nous repartir de cela pour repenser notre offre. Ce qui nous a amené ensuite à devoir repenser notre activité et la manière de faire notre métier. Alors, comme beaucoup, la réponse a été en partie le digital, mais penser le digital, le faire de manière intelligente, qualitative, pour assurer une transformation digitale qui avait déjà été entamée, mais ne pas simplement mettre un formateur devant une webcam pendant une journée en disant voilà, c'est votre formation. C'était également toute une démarche, une profonde démarche pour repenser tout ce processus. Voilà principalement l'impact, en tout cas les grands points pour commencer. Merci Olivier. Je vais m'intéresser à Alain parce que donc, tu nous as dit que tu es directeur de la société Concept Expo. Moi, je connais Concept Expo, on a déjà travaillé ensemble. Tu travailles donc dans l'événementiel. L'événementiel a souffert beaucoup. Donc, par rapport à justement ce côté réinventer son activité, même question qu'Olivier, l'impact et comment vous avez réagi. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Ces moments ont été pour moi une vraie loupe et un vrai accélérateur, une loupe de ce qu'on était et comment on fonctionnait, et un accélérateur de mouvements qui étaient en cours. Donc pour nous, en fait, c'est 60% de l'activité de l'entreprise qui s'est arrêtée début mars, avec immédiatement la nécessité de mettre des gens au chômage économique, des collaborateurs en chômage économique total ou partiel. En tout cas, en ce qui me concerne, une posture où il y avait toute une partie de l'entreprise à l'arrêt et une autre partie de l'entreprise qui continuait à travailler en présentiel parce qu'on a des ateliers de fabrication notamment, et qu'il fallait continuer à activer et à booster avec l'autre partie qui était à l'arrêt. Pour répondre à la question, mais finalement, comment se réinvente-t-on, que fait-on dans ces cas-là? Ce que moi j'ai constaté très rapidement, c'est que le leadership dans les équipes est quelque chose qui est extrêmement important, en ce compris dans un mode collaboratif. Et je me suis vraiment rendu compte que les leaders de mes équipes ont pris beaucoup d'initiatives pour relancer des actions de résistance. Et la première qui est arrivée, c'est de développer des produits Covid. Et donc c'est un commercial chez moi qui a pris cette initiative, alors on travaille beaucoup dans le monde de la pharmacie, pour faire les aménagements en pharmacie, qui a contacté quelques-uns de ses clients pour voir s'il y avait des besoins de créer des parois de protection, plexi, etc. Et donc on a développé des produits Covid et on a eu beaucoup de succès sur ces produits. Alors ça va pas représenter des chiffres à faire énormes, mais ça crée un vrai boost de volonté de résistance dans l'entreprise, et 2-3 autres initiatives sont prises dans ce cadre-là pour pouvoir générer des nouvelles affaires très rapidement. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Et de mon côté, j'ai pris une initiative que j'ai appelée résilience. Donc j'ai fait appel à 10 volontaires dans l'entreprise pour travailler sur la réinvention de nos métiers, le développement de nouveaux produits, compétences, services dans l'entreprise. Et j'ai aussi décidé de les faire accompagner par un coach en créativité, pour leur donner à la fois la compétence dans le processus de création, de créativité, et ils ont commencé en avril, en distanciel en plus, donc c'était pas forcément quelque chose de simple, et ils nous ont amené un cadeau de 7 business cases qui a été présenté justement ce vendredi à l'ensemble de l'entreprise, qui ont été présentés à l'ensemble de l'entreprise, et qui sont voilà les prémices de nos métiers futurs. Et donc ça, c'est vraiment les énergies positives qui se sont développées dans l'entreprise,
et que j'ai dû initier à un certain niveau, mais qui se sont initiés seuls à un autre niveau. Voilà, je peux juste dire ça. On parlera sans doute plus tard de comment moi, en tant que dirigeant, j'ai fonctionné pendant cette période, mais voilà. Ok, merci Alain. Du coup, ça me donne l'envie de donner la parole à Sam. Bon, tu as bossé chez Engine. Et justement, je pense que c'était un de tes métiers d'aider les structures, les organisations à se réinventer, à réinventer leur business. Donc, est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus? J'écoutais effectivement attentivement Alain, qui a utilisé un mot réinventer. On parle beaucoup de réinvention maintenant dans les médias et principalement dans le contexte de la crise Covid, comme si c'était une évidence. Alain, tu disais que la dynamique était déjà présente dans son entreprise et donc ça a peut-être facilité les choses. Mais effectivement, crise, opportunité, terreau facilitant le changement. Et donc, tu as eu le bon réflexe, selon moi, de trouver les opportunités, de mobiliser tes troupes vers ces opportunités-là. Effectivement, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on n'était pas en crise ou quand on ne parlait pas de réinvention, on n'entendait pas le mot réinvention dans toutes les bouches, c'était exactement l'objectif que j'avais quand j'accompagnais les patrons d'entreprise. C'était essayer de démystifier le terme innovation. C'était de leur faire prendre conscience que finalement les opportunités étaient dans leur entreprise et on les aidait effectivement à comprendre et à les outiller pour qu'ils soient capables, je dis souvent aussi, capables de travailler sur le moteur de leur voiture alors que celle-ci était en mouvement. Et peut-être que le principal frein que ces patrons rencontraient, c'était l'absence de crise réelle ou d'éléments déclencheurs. Comment une entreprise, comment un patron d'entreprise, comment un comité de direction, pris dans son day-to-day, avec ses KPIs, avec la charge de travail qui est la leur au quotidien, par rapport à l'ordre du jour que les comités de direction ou les comités opérationnels se font dans leurs réunions. Comment on fait pour parler d'innovation? Comment on fait pour se réinventer quelque part? Réinventer les recettes traditionnelles, les recettes habituelles. Même si 85%, et ça je suis pessimiste, des patrons savaient que l'innovation ou la réinvention ou la réflexion sur une stratégie plus long terme était nécessaire, seuls 10% la mettaient en œuvre concrètement, ou du moins animaient leurs équipes pour que, au quotidien, il y ait également des forces qui travaillent sur le moyen long terme. Et donc, tout ça pour dire que cette crise du Covid, effectivement, on en parlait tout à l'heure, a vraiment mis un coup dans l'aile à beaucoup d'entreprises, mais surtout à beaucoup d'habitudes de partition bien rodées. Certaines entreprises ont été boostées, voire obligées de mettre en œuvre des solutions. Des entreprises qui avaient déjà une dynamique comme celle d'Alain ou Anne-Catherine en marche ont été beaucoup plus facilement à la recherche ou découverte ou mobilisation de leur personnel pour justement travailler sur les opportunités que cette crise-là leur a apportées. Alors, on est encore loin de pouvoir tirer une conclusion ou un bilan, mais un manager qui avait déjà compris cela va peut-être plus facilement mobiliser son entreprise et ses forces vers effectivement la recherche d'innovation, quelle qu'elle soit, pas uniquement techno, et des patrons qui se tâtaient, qui se demandaient si effectivement c'était pour eux, l'innovation était pour
pour eux ou pour leur entreprise, n'ont plus le choix. Donc, voilà un peu ce que j'aurais envie de dire par rapport à, et modestement, par rapport à mon expérience de 5 ans avec les PME wallonnes. Voilà. Merci. Ça me donne envie de réagir et de donner la parole à Anne-Catherine. Donc, toi, en fait, si j'ai bien compris, tu n'as pas attendu le Covid. Tu as même initié ça en 2009. Donc, si mes souvenirs sont bons, il y avait une crise latente en 2008-2009. Et donc, je serais curieux de voir ce qui t'a poussé en 2009 à passer à ce modèle d'intelligence collective. Et du coup, quel a été l'impact ici pendant cette période Covid? Alors moi, en 2009, effectivement, j'ai lancé ce processus en fait pour 2 raisons. Donc j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 1 an qui s'appelle Avant, j'étais un patron de merde. En fait, comment est-ce que j'en suis arrivée là? 2006, je me sépare de mon associé et je rencontre une coach à l'époque qui va m'accompagner pendant 2 ans. Et à l'époque, j'étais un patron qui déléguait pas, qui était dans le contrôle total toute la journée. Et en fait, mon jeu préféré, c'était la lance d'incendie. Hein. J'allais éteindre les incendies toute la journée. Je trouvais ça génial. Mais en fait, je faisais pas mon métier. Ce qui m'a poussé en fait en 2009 à mettre ce processus en place, c'est la réponse à la question. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'ils passeront encore la porte dans 5 ans? Qu'est-ce qui fait qu'ils auront envie de le faire et qu'on construira quelque chose ensemble? Parce que finalement, le moteur d'une entreprise, c'est ceux qui y travaillent. Et donc, on a lancé ce processus à cette époque-là. Bon, il y a eu des freins, le chemin n'a pas été facile tous les jours. Mais par contre, ce que ça a apporté par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est que moi, j'ai des équipes qui sont dédiées, qui sont porteuses du projet en fait de l'entreprise, et pour qui c'était très important de trouver des solutions. Et du coup, une des premières choses qu'on a mises en place au niveau de cette crise, d'abord, on avait anticipé l'annonce du vendredi 13, puisqu'on était prêt 2 semaines avant avec tout l'équipement, quand même pour 80 personnes. Donc, s'assurer que tout le monde pourrait rentrer chez lui avec un ordinateur et que tout serait prêt au niveau technique pour assurer le suivi. Parce qu'on a été impacté par la crise du Covid à 6-7% de notre chiffre d'affaires. Donc, le reste de l'entreprise a dû continuer à tourner. J'ai des départements qui ont fermé. Mais par contre, ces départements qui ont fermé ont été pris en main aussi par d'autres départements, c'est-à-dire qu'on a créé une forme de solidarité et on s'est organisé pour que ce soit pas toujours les mêmes qui sont au chômage technique, qu'on fasse des relais par rapport à ça, de manière à ce que chacun se sente aussi important dans l'entreprise. Et ça, c'était primordial dans la manière dont on a fonctionné. La deuxième chose, c'est que le télétravail n'était pas nouveau chez nous. C'est un processus qui avait été initié déjà il y a des années. Ils avaient la possibilité de travailler au moins 1 jour par semaine de chez eux. Donc, il y avait déjà toute une série de mécanismes aussi sur comment on gère des équipes en télétravail qui étaient mis en place. Et en fait, j'ai fait un peu la même chose qu'Alain, c'est-à-dire que par le fait que cette crise était là, il fallait en saisir les opportunités. Donc, c'est remettre les équipes en route, leur dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et surtout les pousser vers l'avenir. Parce que soit on reste coincé dans cette crise et on se dit, bon, c'est un peu la mouise et on se plaint, soit on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour sortir plus fort de cette crise, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, il y a eu des formations au niveau des équipes, mais il y a eu aussi des prises d'opportunités par rapport à des propositions qu'on a faites à des clients pour continuer à communiquer différemment. Et surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est la capacité qu'avaient les équipes, puisqu'elles étaient habituées à travailler ensemble, à se remettre à travailler ensemble d'une autre manière. Ils sont venus avec des propositions de formation en ligne aussi pendant cette période-là, formations en ligne qui vont continuer. Donc, on est en train de créer une bibliothèque de petites formations d'1 quart d'heure, 1 demi-heure sur des sujets bien spécifiques au niveau informatique. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui s'est renouvelée à ce niveau-là en partant de cette crise Covid. Merci. Bruno? Oui. Alors, quel a été pour toi l'impact? Parce que j'entends en fait Alain et Anne-Catherine qui disent on a appelé un coach. Alors, je ne vais pas forcément parler de coach agile, mais un coach. Est-ce que tu as reçu des demandes particulières ou des appels à l'aide pendant cette période?
Alors moi personnellement, mes activités de formation ont été complètement à l'arrêt. Par contre, tout ce qui était accompagnement individuel, coaching, etc., ça a continué. J'ai pas vraiment eu plus d'appels à l'aide que d'habitude voilà, je dirais, il n'y a pas eu plus de gens parce que c'était le Covid, c'était comme d'habitude. Par contre, le Covid, ça a vraiment été un accélérateur de développement personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que quelque part, tout le monde a été un peu forcé d'être à l'arrêt, en tout cas de ralentir le rythme. Il y a plein de distractions qui nous ont été supprimées par la force des choses, notamment pendant le confinement, on devait rester chez soi. Et donc, ça a quelque part forcé un peu les gens à aller voir à l'intérieur d'eux. Et c'est intéressant de voir les différentes réactions. On pouvait voir sur les réseaux sociaux au début des gens qui étaient très en colère, d'autres qui voyaient des complots, d'autres qui prenaient leur libre arbitre par rapport aux règles qui étaient imposées et qui changeaient régulièrement. Voilà, moi j'ai choisi de pas faire de formation virtuelle, etc. J'ai continué à avoir des sessions individuelles et j'en ai profité aussi pour aller à l'intérieur de moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que souvent en formation Scrum, on parle du télétravail de façon positive en disant mais quand tu es un jour en télétravail, tu peux te concentrer sur toi, tu es moins interrompu, etc. Et j'ai eu pas mal de retours de managers, de responsables d'équipe ou juste de membres d'équipe qui m'ont dit que le télétravail, ils avaient jamais bossé autant. Donc ça avait été vraiment une surcharge de travail pour eux. C'est pas une règle, c'est pas 100% des personnes, mais voilà, qu'il y avait eu un surcroît de pression par rapport au Covid. Voilà pour ce que j'aurais à dire. Ouais, merci. Est-ce que vous confirmez, vous avez cette impression que vous êtes passé de journée de X à X plus 2 ou plus 3 heures pour vous et pour vos équipes? Alain? Oui, en tout cas pour moi personnellement, oui, même s'il y a eu des phases un peu, en tout cas tout au début, où j'étais plus à la maison quand même, mais très rapidement je suis retourné au bureau, notamment parce qu'il y avait une partie des équipes qui fonctionnaient. Mais pour les équipes, oui, certainement. Moi, j'ai ressenti, et je parlais du leadership et de l'engagement tout à l'heure, j'ai vraiment ressenti une exacerbation de l'engagement chez certains collaborateurs, avec l'envie finalement d'être partie de la solution future de l'entreprise. Et donc ça part très clairement d'une incertitude, d'une inquiétude et de la volonté de pouvoir participer et mettre toute son énergie dans le fait qu'on sorte de ce pétrin, au point d'en faire beaucoup trop, au point de travailler beaucoup, et finalement de s'épuiser à travailler. Donc j'ai dû régulièrement les conforter. On parlera du cadre après, sans doute, mais surtout voilà, l'inciter à faire des pauses. J'ai surtout évité d'imposer des réunions à des heures qui n'étaient pas acceptables, et je sais que ça s'est fait dans d'autres entreprises, et j'ai tout de suite trouvé ça absolument immonde, pour prendre un terme que je trouve approprié. Mais ce qui était très important, c'est voilà, vraiment les rassurer très souvent, sentir que j'étais présent pour donner le cadre. Mais clairement, oui, j'ai quelques personnes de l'entreprise très engagées qui étaient, oui, très loin en fait à un certain moment. Oui, sur la question du temps de travail. Vraiment, je lisais hier dans une newsletter RH, je ne sais plus laquelle, j'en reçois quelques-unes, mais que globalement, en Belgique, pendant la période de confinement et après, il y avait une augmentation générale du temps de travail de 8% en Belgique. Alors, si, comme moi, vous utilisez également Office 365, vous recevez peut-être une fois par semaine l'email My Analytics qui vous dit ce que vous avez fait devant votre écran. C'est très intéressant à regarder pour voir quel a été son comportement de travail pendant une journée, pendant une semaine, et ça peut parfois faire peur. En ce qui me concerne, dans notre organisation, nous avions décidé de ne mettre personne en chômage économique, mais il y avait quand même globalement une diminution de la charge de travail. Beaucoup de choses à faire, mais l'activité faisait qu'il fallait quand même réfléchir à la charge de travail globale. Et puis, il s'est posé aussi la question des congés et le fait qu'on est à la maison, comment est-ce qu'on gère tout ça? Je ne voulais pas me retrouver avec tout le monde devant prendre ses congés après le confinement. Alors, personnellement,
j'ai décidé de prendre un jour de congé par semaine. Je faisais 4 jours pleins, vraiment pleins, mais un jour de congé par semaine et de lâcher prise complet. Et je m'imposais ce lâcher prise complet comme exemple également et vraiment comme une invitation à chacun, à chaque collaborateur à avoir un lâcher prise complet parce que ce télétravail peut rendre fou. Oui, ok. Donc là, je vais m'adresser en fait aux personnes qui sont ici et en ligne. Donc je vous pose la même question en fait. Pendant cette période Covid, je veux dire la toute première période de mars à mai-juin, est-ce que vous avez eu aussi cette impression où réellement vous avez bossé 10 fois plus qu'avant je ne vais pas mettre de chiffres précis, mais voilà. Est-ce que vous avez cette impression de devoir et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à partir en avant comme ça et quel a été l'effet par la suite? Donc, gardez ça en tête. Essayez de formuler peut-être une question au panel et on reviendra dessus lorsque je vous donnerai la parole. Je vais revenir vers le panel. Donc, on parle de lâcher prise complet. Anne-Catherine parlait, je pense, de délégation. J'étais dans le contrôle, donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment vous avez fait en fait? Alors, dans notre mode de fonctionnement, et j'en parlais tout à l'heure à mes petits collègues, en fait, toute la journée, un dirigeant d'entreprise, il a 3 casquettes. Il y a une casquette où il est plus dans la direction. Je dirige, je décide, j'ai des décisions à prendre. Une casquette où il va plus être dans le côté ressources, de quoi tu as besoin pour avancer, comment je peux t'aider. Et puis, une 3e casquette qui est plus quelle est la stratégie à long terme, quelle est la vision de l'entreprise, celle qui fait du sens. Et donc, on joue avec ces 3 casquettes toute la journée et on le fait de manière presque inconsciente au bout d'un certain temps. Mais durant cette crise, j'ai en fait dû tenir la barre bien fort au niveau du bateau. Et donc, je me suis remise dans un rôle très directif, avec des moments où j'étais quand même encore ressource, mais je pense qu'une grosse majorité du temps, j'étais dans ce rôle directif, qui a été apprécié en fait par les collaborateurs parce qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de se sentir rassurés. Et dès le départ, le message chez nous a été dit, voilà, écoutez, on va passer à travers cette crise. Je vous assure qu'on va le faire. Et on va le faire ensemble. Et donc, un message comme ça, qui a été répétable plusieurs fois, donc il y a eu beaucoup de communication entre nous, a permis de rassurer et d'apaiser aussi, parce qu'il y avait des peurs. Et c'est normal, c'était une période un peu bizarre, où on ne savait pas très bien vers où on allait. Ça, c'est le premier élément, je pense, que je pourrais dire par rapport à ça. Et le deuxième, c'est qu'en fait, il y a eu cette période-là jusque fin juin. Et aujourd'hui, j'ai repris le rythme un peu normal, où on n'est plus du tout dans ce côté directif à tout moment. Et en fait, les collaborateurs m'ont dit, j'ai eu plusieurs collaborateurs qui m'ont dit, c'était chouette que tu aies pris ce rôle-là parce que c'est ce qu'on attendait de toi, en fait. Que tu sois à ce niveau-là et que tu tiennes les rênes du bateau et le gouvernail. Et que tu nous aides à passer à travers cette crise, c'était rassurant pour eux. Ok. Moi, j'ai envie de poser la question au coach. Qu'est-ce que vous en pensez de la réponse d'Anne-Catherine, de ce besoin qu'expriment les employés et cette attitude de justement reprendre les rênes, ici en l'occurrence pendant une crise? Ouais, très intéressant pour ma part parce que on a parfois tendance à diaboliser le management directif dans le monde agile, on va dire genre ah non c'est pas bien. Et moi ce que j'ai toujours enseigné, c'est qu'un leader, un chef d'entreprise, il doit jongler entre les styles de management et les styles de leadership. Donc on peut être directif, on peut manager par objectif, faire du leadership par l'exemple, par exemption, par exception. Et donc c'est en fonction des personnes. Il y a des personnes qui aiment bien certains styles de management ou pas. Et aussi en fonction de la situation. Hein, si y a un gros problème qui arrive 1 heure avant la mise en production, on va pas se dire allez les gars, on va faire un petit brainstorming là pour voir un peu les idées de chacun, etc. Ben non, il faut que quelqu'un soit directif et dire on va faire ça, on va faire ça. Et donc c'est intéressant que des organisations qui ont déjà une grosse culture d'intelligence collective, transversale, etc. C'est pas mal d'avoir du directif. Évidemment, c'est pénible si un manager n'est que directif à longueur de temps, mais c'est vraiment un peu finalement comme l'agilité. C'est une grosse boîte à outils et à nous de jongler avec les outils en fonction de l'objectif à atteindre. Il
faut jamais oublier quand même qu'une entreprise a une stratégie, on va dans une certaine direction, donc il faut que ça serve le propos. Je trouve très juste ce que tu dis. Je reviens encore une fois, je fais chaque fois le parallèle entre avant la crise, quels étaient mon discours face aux patrons d'entreprise et quels sont les enseignements qu'on peut retirer dans cette crise en termes de fonctionnement. Effectivement, mon discours a souvent été que pendant des années, dans tout type d'organisation, qu'elle soit nationale, petite, grande, internationale, on a eu beaucoup de managers de pouvoir, beaucoup de chefs de guerre, et ce n'est pas mon terme, et pas assez de chefs d'orchestre. Or, pour pouvoir mettre son organisation en mouvement et pour pouvoir la rendre agile au sens large du terme, on préconisait effectivement de travailler sur la posture pour pouvoir effectivement détecter des zones d'opportunité, laisser les collaborateurs venir avec des idées, se sentir légitimes pour pouvoir aussi contribuer à la transformation de manière générale de l'entreprise. Ça, c'était le discours avant, un discours mobilisateur, un discours qui veillait à sensibiliser le monde de l'entreprise ici en Wallonie. Et effectivement, on voit, quand on vous écoute, que la crise nécessite un style de management particulier. Alors j'ai envie de dire, moi, ne pas faire l'amalgame entre la casquette qu'un manager doit prendre, un style de leadership qui doit s'adapter à la situation et au contexte. Et à certains moments, dans certaines entreprises, comme tu l'as très bien dit, on joue, enfin, si je peux me permettre, on arbore des styles différents en fonction des contextes et des situations qui se présentent. Ne pas faire donc l'amalgame avec ce style et la personnalité du manager, le côté éclairé, la motivation, le côté stable et inspirant qu'on doit être pour aider les organisations et aider nos organisations à se transformer de manière générale. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, cette crise a accéléré le mouvement, a exacerbé effectivement la situation. Et encore une fois, sur le même track que tout à l'heure, les patrons qui étaient préparés, qui avaient fait un travail sur eux, qui avaient fait un travail sur leur organisation et qui savaient quel style ils voulaient dans le day-to-day, doivent pouvoir jouer avec les aléas de cette crise-là et reprendre à certains moments des postures plus directives parce qu'ils sentent, ils ne font pas pour rire, ils sentent que l'organisation et surtout les gens en ont besoin. Un cadre, une personne à la barre, quand la tempête arrive, c'est rassurant. Mais j'ai entendu aussi mes collègues dire tout à l'heure, un manager, mauvais manager, on ne va pas disserter sur le sujet, avant crise, s'il n'a pas fait de transformation, la crise l'aura mis à mal, parce qu'il restera post-crise un manager inadapté pour son organisation et ses collaborateurs. Voilà moi mon éclairage. Alain, je pense que tu voulais réagir. Oui, je trépignais un peu parce que je voulais juste donner une illustration de ce que j'ai vécu dans ce moment et qui illustre aussi l'évolution de la maturité de la transformation, puisque chez nous, ça fait 2 ans qu'on est rentré que je suis rentré, que l'entreprise est rentrée dans ce processus de transformation. Donc j'ai encore quelque part beaucoup d'idéalisme sur le mode collaboratif et comme le mode absolu universel, etc. Et donc dans l'expérience que j'ai fait ces 2 dernières années, je me suis rendu compte effectivement de ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc l'illustration que c'est un amplificateur, cette crise de la situation. Donc intuitivement, j'ai repris la barre sur, comme Anne-Catherine nous disait, sur maintenant je dois décider des choses très vite
parce qu'il y a le feu il y a le feu à la baraque. Et donc ça, je l'ai fait très intuitivement. Et puis après, j'ai continué dans un mode collaboratif, notamment pour toutes les personnes qui étaient à distance, qui étaient en chômage économique, qui travaillaient un peu. Et je leur ai dit, bah, écoutez, vous arrangez, vous êtes grand, vous êtes autonome, etc. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Donc ça crée de la peur, des incertitudes. Et en fait, pourquoi? Parce que j'avais pas donné un cadre assez fort. Donc ils attendaient de ma part que je donne le cadre parce qu'ils étaient dans un monde beaucoup trop incertain. Et donc ça veut dire que ça illustre le fait clairement que moi j'ai appris qu'à certains moments je dois vraiment prendre cette barre, que les circonstances exigent et que le mode collaboratif pur, évidemment, quand il y a le feu, ça paraît assez évident qu'on ne va pas faire une réunion pour se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on ne sort pas. Non, là, on dit on sort et on se dépêche. Mais globalement, même au day-to-day. Et j'ai un autre exemple, c'est qu'il y a une unité dans l'entreprise qui accroche pas au mode et effectivement, j'ai laissé en me disant ça va venir tout seul, etc. Et ça m'illustre une fois de plus que là, sans doute, je dois prendre une initiative plus forte, qu'ils ont peut-être besoin d'avoir encore plus d'encadrement, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, ces 3 casquettes, c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté et appris dans cette aventure. Ok. Je reviens donc en ligne pour ceux qui nous suivent à distance et ceux qui se posent peut-être des questions ici. C'est si vous êtes manager, en gros, quelle a été votre réaction par rapport à la situation? Donc, et quel est moi j'appelle ça le centre de gravité. C'est moi, je suis très collaboratif parce qu'évidemment, quand je vous entends, quand je vous écoute, je me projette parce que j'ai aussi une entreprise de collaborateurs. Moi, je vais plutôt aller vers la collaboration et donc c'est contre-intuitif de décider à la place d'eux. Enfin, ouais. Je dois soigner, je dois appeler un coach. Mais donc vous, quel a été votre mode de fonctionnement pendant cette période? Oui, et donc tu parlais de l'importance du cadre. Est-ce que tu as est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça? Oui, Donc, par rapport au télétravail, par rapport à l'organisation des équipes J'ai un exemple, en tout cas, d'une expérience que nous avons voulu mettre en place pendant cette période. Sephora, nous organisons des formations. Nous les délivrons, mais avant cela, nous les développons et on se retrouvait dans une situation où il fallait repenser nos formations, repenser nos modes de formation et trouver la bonne place au digital. La difficulté dans une organisation comme la nôtre qui produit principalement de l'immatériel, c'est que dans nos équipes, on a des chefs de projet, des chefs de produits de formation et des managers, mais des managers qui sont surtout des people managers, qui font vivre cela. Et dans un mode d'organisation justement où nous voulons favoriser la responsabilité, l'autonomie, les collaborations, nos managers chez nous avaient ce rôle plutôt de facilitateur en interne. Mais quand on se retrouve dans une situation où il faut produire, où il faut se remettre en question, développer des nouveaux produits, et dans un mode de fonctionnement en télétravail où on est plutôt dans des modes de communication verticaux, ça devenait assez compliqué. Et ce qu'on a mis en place, on a appelé ça Fabrique. On est une organisation bilingue, Fabrique, c'est usine aussi en néerlandais. Et on est parti d'une image, je suis parti d'une image, c'est de dire on ne produit pas des formations, nous sommes une usine à biscuits. Et le confinement a fait que nos biscuits qui étaient tellement appréciés par nos clients, biscuits qui fait de farine, de lait et cuits au four, on ne peut plus les cuire au four. Le confinement nous empêche de les cuire au four. Donc, on doit ensemble retrouver une recette de biscuits avec des ingrédients et un mode de fabrication qui va plaire à nos clients. Et ce que nous avons fait, alors déjà d'un point de vue digital, c'est mettre en place des outils digitaux qui nous ont permis de fonctionner et c'est mettre ensemble les managers en disant maintenant vous redescendez dans l'usine, vous redescendez dans l'atelier et vous allez ensemble trouver cette nouvelle recette et ce nouveau mode de fabrication pour avoir des biscuits qui vont plaire à nos clients. Ça veut dire d'abord se retourner vers les clients. On a parlé beaucoup de nos organisations, du mode de fonctionnement. Nous avons des clients, vous aussi je suppose, en tant que coach également. C'est d'abord se retourner vers les clients, vers les besoins des clients. Je pense qu'un premier ingrédient de l'agilité, c'est également, ou ingrédient ou autre, c'est l'orientation client, c'est savoir ce qu'ils attendent. Et puis voir quelles sont nos ressources. Et puis repenser à nos modes de production. Et cette image de l'usine à biscuits nous a été très utile
aussi pour produire des formations. À tel point que dans tout le mode de fonctionnement, on a prévu en quelque sorte une dégustation et puis un mode de production pour qui était ces différentes phases. Et pouvoir représenter cela, pouvoir remettre les managers qui sont plutôt des people managers, qui ont une posture de coach, les mettre sur le terrain, dans un mode de travail où il fallait produire, ça a permis en tout cas ce shift qui leur a permis à eux de retourner près des équipes après, relancer des modes de collaboration qui s'étaient un petit peu estompés pendant cette période de télétravail. Donc voilà, c'est une manière, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais quand tu demandais un exemple concret, voilà un exemple concret de mise en œuvre, de remise en question de notre mode de fonctionnement pendant cette période. Oui, pour moi, l'utilisation d'une métaphore, donc la fabrique, pour moi est assez puissant. Et donc, oui, je n'ai pas d'attente particulière par rapport aux réponses, mais je trouve que ça illustre pas mal l'idée d'un cadre. Moi, je pourrais donner 2-3 exemples. En fait, je pense que il était important aussi d'avoir une espèce de rite et de rythme au niveau de l'entreprise pendant cette période-là. Donc, on avait une réunion par semaine avec tous les managers. Cette réunion avait pour objectif au départ de lister, OK, qui a du boulot la semaine prochaine, comment est-ce qu'on organise le chômage économique, de manière à avoir une liste claire de qui ne travaillerait pas la semaine suivante. Et ça a permis de favoriser beaucoup d'échanges entre les managers. Ils disaient, ah, mais attends, t'es débordé là, mais moi j'ai quelqu'un qui pourrait t'aider, etc. Et de créer encore plus de solidarité au sein de l'entreprise. Et donc ça a été relativement important, donc fixer ce cadre et le maintenir toutes les semaines. Le deuxième élément, c'est les réunions d'équipe qui ont eu lieu quand même pratiquement tous les jours pour voir comment chacun se sentait, etc. Effectivement, dans des horaires acceptables pour tout le monde, donc on commençait pas avant 10 heures ces réunions. Et le troisième élément, c'est fixer le cadre aussi pour la suite. Donc à chaque CNS, pouvoir après discuter avec le comité de direction, dire bon, ok, vers où on va, qu'est-ce qu'on communique, avoir des communications très régulières avec l'ensemble de l'entreprise, et aussi pour la suite, parce que moi cet été, à partir du mois de juin, j'en avais 5 par jour qui étaient au bureau, donc c'était un peu compliqué sur les 80, ils ne voulaient plus revenir, et donc il a fallu par contre remettre un cadre à partir du mois de septembre. À partir du moment où les écoles ont réouvert, en disant bon, maintenant vous revenez, donc 2 jours par semaine, vous devez être au bureau en physique par équipe, et puis organisez-vous au niveau des équipes pour qu'il n'y ait pas les 80 personnes tous les jours au bureau. Et en fait, une fois qu'on a créé ça, une fois qu'ils sont passés à travers cette nouvelle peur qui était il faut que je rentre au bureau, en fait ils aiment bien, et donc on a un peu de monde au bureau tous les jours et ça fait du bien pour recréer des liens. Mais ça, c'était important aussi de dire, je sonne un peu la fin de la récré entre guillemets, si je peux le dire comme ça, en disant bon, maintenant vous revenez 2 jours par semaine. Et l'autre décision qui a été prise au niveau de l'entreprise, c'est on vient de changer notre règlement de travail qui permet de donner 2 jours de télétravail par personne. Après, il faut qu'on discute. Donc j'ai fixé le cadre légal est fait. Après, il faut qu'on discute au niveau des collaborateurs pour voir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met ça en pratique, qui a vraiment envie, qui a pas envie. Et ça, ce sera la liberté de chacun au niveau des équipes et des managers. Qu'en pensent nos coachs? Ouais. Moi, j'avais envie de te dire, parce que j'ai l'impression que tu as souvent, que tu essayes d'avoir une longueur d'avance. On est au sortir de cette crise, pas tout à fait, on le sait bien. Il y a encore quelques contraintes, quelques, je suis gentil. Mais dans ton entreprise, justement, ils sont rentrés, ils prennent du plaisir, ils reprennent le plaisir, ils sont reconnectés à l'entreprise. Donc, leur sentiment d'appartenance n'a pas été ébranlé. Est-ce que tu as dans tes plans un plan pour encore cristalliser encore plus ce sentiment de travail collectif? Donc, on parle souvent d'intelligence collective, hein, c'est beaucoup d'outils, etc. Tu en as expérimenté certainement beaucoup au quotidien. Est-ce que tu penses que tes collaborateurs, si je peux m'exprimer comme ça, sont maintenant suffisamment matures, mûrs, pour espérer un travail de mise en mouvement collectif encore plus efficace qu'avant? Efficace non pas forcément dans
le return on investment dans ta boîte, mais en termes de fonctionnement, en termes de dynamique de groupe, en termes d'orchestre, toi avec ta casquette de chef d'orchestre, justement. Alors certains sont mûrs, d'autres ne le sont pas. Je veux dire que j'ai des différences d'équipe parce qu'il y a une fusion d'entreprises il y a 5 ans et donc voilà, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. On est en train de revoir, et ça c'était une demande de toutes les équipes, de revoir comment chaque équipe est organisée et située dans les bureaux. Donc il y a un travail qui est en cours. Ils ont également, donc j'ai lancé le plan stratégique à 2023 en travaillant avec toutes les équipes. Donc elles ont chacune refait un SWOT, réfléchi à quel était leur plan d'action par rapport à ce plan. Et puis elles ont partagé. Et donc maintenant on est dans cette phase de cristallisation et de réflexion sur OK, on a des plans par équipe. Il y a des choses parce que je les ai laissés travailler chacun de leur côté. Puis j'ai dit, maintenant, vous allez présenter aux autres. Et donc, du coup, il y avait des liens entre différents départements. Et donc, on recrée des tribus entre les différents départements sur des sujets spécifiques pour travailler sur l'avenir, quoi. C'est par exemple Green IT, pour en citer un, mais c'est aussi comment améliorer nos processus de recyclage, puisque on fabrique quand même beaucoup de papier encore. Nous, de notre côté, on imprime beaucoup. Enfin, on fait imprimer. Et donc, du coup, il y a des réflexions sur ces filières. Enfin, il y a différents sujets qui ont été pris en charge par les équipes et qui commencent à se mettre en route. Et tu as le sentiment que, comme après une grosse crise, ça a resserré les rangs? Oui, très clairement. Et alors, il y a un élément supplémentaire, c'est que mes managers dirigent, enfin, ça a toujours été comme ça, ils dirigent leurs équipes, ils les gèrent. Et moi, j'avais un rôle un peu plus élevé. Et en fait, beaucoup des collaborateurs qui ont été engagés, ils me connaissaient, mais un peu comme le CEO. Voilà, j'ai encore des gens qui sont là depuis le début de la création de la boîte, et donc ils ont une autre relation avec moi, évidemment. Mais je me rends pas toujours compte quand je me mets à côté d'un jeune collaborateur que j'ai ma casquette de CEO et qu'il a un peu peur. Et du coup, ça a démystifié le rôle du CEO aussi, puisque j'étais en contact avec chacun. Ils ont vu mon intérieur comme j'ai vu leur intérieur. Il y a eu des discussions, des gens ont pu m'appeler, ils ont demandé parfois des réunions avec moi, etc. Et donc, ça a démystifié ce rôle et ça l'a rendu encore plus humain, je dirais, en enlevant cette distance. Et ça, c'était, je crois que c'est un beau bénéfice pour moi, en tout cas. Merci. Et puis ça a permis de confirmer qu'un CEO peut être accessible aussi, qu'il n'est pas nécessairement dans sa tour d'ivoire. Dans sa bulle. Voilà, donc ça a pu reconfirmer ça. Moi, peut-être pour clôturer ce sujet-là, dans ce que j'ai pu recevoir comme sujet de coaching personnel, par exemple, aussi bien de particuliers que de gens qui vivent dans l'entreprise, c'était parfois une remise en question, vu que la crise a fait que pour certains, on a ralenti le rythme, c'est-à-dire moins de trajets le matin, plus de temps passé en famille avec les enfants, des horaires qu'on peut aménager. Donc parfois, il y en a qui se rendent compte aussi que ce qu'ils font pour le moment manque peut-être de sens, ou qu'ils ont déjà une idée de ce vers quoi ils voudraient aller. Et donc, j'ai eu pas mal de sujets comme ça de réorientation de carrière. Et ça ne veut pas nécessairement dire quitter l'employeur, etc. Par exemple, j'ai un client, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la mobilité interne dans l'entreprise pour aller vers un poste où il a une plus grande capacité d'action et où ça correspondait mieux à ce qu'il voulait faire, quoi. Voilà, c'est un terme récurrent, mais là, peut-être que le Covid a un peu accéléré aussi cette prise de conscience. Et c'est vrai que c'est intéressant le travail que tu as fait sur de remettre les gens au travail en présentiel, parce qu'effectivement, ça va peut-être être un peu un choc pour certains qui sont 5 jours en télétravail. Le jour où ils vont devoir reprendre un rythme comme avant, on va dire, voilà, ça va faire un choc émotionnel qu'il faut pas sous-estimer, quoi. Juste pour l'anecdote, je souriais en écoutant Anne-Catherine. Sephora, 110 collaborateurs, je n'ai malheureusement plus la possibilité d'être en contact direct avec tous les collaborateurs. Mais pendant cette période de confinement, en contact avec des managers, certains me disaient, tiens, un tel ou une telle a des difficultés pour le moment, des enfants à la maison, etc., et a besoin d'être remotivé ou rassuré. Et il m'arrivait régulièrement de prendre mon téléphone et d'appeler ses collaborateurs, mais certains ne s'y attendaient pas du tout. Salut, c'est Olivier, je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Olivier? Quel Olivier? Olivier, ton directeur, Olivier Lambert. Donc ça mettait parfois des situations assez particulières ou des étonnements très particuliers chez les collaborateurs. C'est important. C'était important.
ça a remis... c'est une période qu'on espère unique dans une vie, mais il s'est quand même passé des choses pendant ces 3 mois de confinement qui sont révélateurs des relations humaines, du fonctionnement d'une organisation, d'une fonction... dans ce qu'on disait tout à l'heure, un sale con ou un manager de merde qui n'avait pas encore fait ce travail de transformation est resté probablement un sale con et un manager de merde. Oui. Voilà. D'ailleurs, on embrasse tous les sales cons au passage. Allez, bisous. Bisous, cœur. Tu voulais intervenir? Oui, juste pour parler d'un point sur le cadre. Effectivement, nous aussi, on a pris la décision de faire revenir au moins un minimum 2 jours par semaine en présentiel dans l'entreprise, tout le monde. Et je trouve que c'était très important. En fait, ce qu'on a aussi voulu faire, c'est faire que la rentrée soit une vraie rentrée. Donc, qu'on sente qu'on démarre vraiment une nouvelle ère. Donc, chez nous, il y a eu 3 phases. On est dans la 3e, c'est la rentrée. La phase on se met en mode économiquement viable et on essaie de passer pendant jusque juin cette situation et on essaie de voir comment on va y aller. On a eu une phase de restructuration, donc j'ai dû, vu la situation, mettre en place une restructuration dans l'entreprise. Donc en fin juin, on a eu une phase de deuil important dans l'entreprise. Il y a eu les vacances. Et il était important que la rentrée soit une rentrée sous la nouvelle ère, en fait. Et pour ça, donc déjà le présentiel, et j'ai aussi réaménagé les bureaux. Alors, nous avons réaménagé les bureaux. Donc, j'ai voulu absolument qu'on rentre quelque part dans un nouvel environnement. Parce que ça correspondait aussi à un problème qu'on avait de silo. Donc, on a une histoire de silo chez nous. On a toujours fonctionné en silo. Et autant, je trouvais qu'à l'intérieur de silo, le collaboratif prenait assez bien, mais le transversal entre silos restait compliqué. Et je me suis rendu compte aussi que finalement, l'aménagement des locaux était un élément perturbateur parce que les locaux étaient aménagés exactement. Et donc, on a pris... toutes les énergies évidemment, on est dans le monde de l'aménagement, etc. Et on avait à la fois la créativité, le matériel, etc. On a fait ça très low cost, mais on est rentré, donc tout le monde est rentré vers la semaine dernière, début de la semaine dernière, dans un nouvel environnement. Et ça a contribué, on a fait cette phase de deuil, on s'est posé pendant 2 mois, et là, on est revenu, les équipes sont revenues avec des énergies et des environnements nouveaux. Et j'ai eu beaucoup de waouh et voilà. Et ils viennent au bureau, en fait, finalement, aujourd'hui, pour faire des choses, et je crois que c'est aussi l'avenir des bureaux, qu'on ne fait pas en télétravail. Finalement, on a beaucoup de réunions, de projets, de groupes, de créativité, etc., quand on se voit au bureau, alors qu'on peut continuer à travailler à la maison sur des dossiers personnels, ou individuels. Voilà. Bon, j'ai une question, en fait, sur une forme de vulnérabilité. Donc, je vous entends, vous avez tous repris la barre finalement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des mauvaises décisions que vous avez prises et comment vous avez réagi, comment les autres ont réagi? Parce qu'il y a toujours cette peur de est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je ne la prends pas? Ou est-ce que je la prends et j'assume derrière et je peux intervenir par la suite? Comment c'est bonne ou mauvaise décision, je ne sais pas encore, il n'y a peut-être pas encore suffisamment de recul. Il y a la question, est-ce que si nous étions aujourd'hui le jeudi 12 mars, je ferais les mêmes choses, j'anticiperais de la même manière, c'est difficile. Il y a 2 réflexions qui me viennent. La première, c'est, on a parlé de style de management, de leadership ou des différentes casquettes que l'on peut avoir. À côté de cela, on a également sa personnalité, ce qui nous motive, c'est ses propres énergies. Personnellement, j'ai pu me rendre compte pendant cette période de la difficulté à assumer un rôle de manager de crise. Dans l'organisation que je dirige, je suis là depuis 3 ans, on a entamé un processus de transformation très important qui s'est traduit par des résultats très positifs. J'ai personnellement et au plus profond de moi-même vraiment très mal vécu le fait d'être arrêté dans cet élan
le fait de devoir changer complètement de posture, d'être alors que nous étions dans une croissance et dans une transformation, devoir arrêter tout cela, ça a été très difficile à vivre. Et je n'ai pas toujours eu cette énergie pour prendre les équipes, pour prendre tout le monde, pour apporter un message, de dire allez, on y va, nos clients ont besoin de nous. Ce n'était pas dans ma nature et c'est très difficile d'aller contre sa nature. Ça, c'est sur la personnalité. Alors, sur des décisions, il y a une chose que je veux évoquer, j'en parlais dans mon introduction, c'est la question du digital. Tout le monde a dit, c'est facile, on télétravaille, tout le monde passe en digital, la formation, c'est mort, hein, tout le monde va se former en digital. Et il y avait une forte pression de nos formateurs, de nos clients pour tout passer en digital. Et de notre côté, en tout cas, moi, mon premier message, ça a été de dire, on attend. On y va tout doucement. On a vu beaucoup de tout et de n'importe quoi. Alors, naturellement, les formateurs voulaient sauver leur activité et on le comprend tout à fait. Mais sur le digital, la formation en digital, il ne suffit pas de se mettre devant sa webcam et de donner sa formation. C'est une autre méthodologie, c'est une autre interactivité à repenser avec les participants. Ce sont des conditions techniques, de confort. Donc, nous avons fait le choix de la qualité et de repartir vraiment tout doucement sur le digital. De ne pas dire, voilà, il n'y a qu'à. Parce que non, justement, il y a... Voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, après coup, je suis convaincu que c'était la bonne chose, mais on a eu une très, très forte pression pendant toute cette période-là et aussi de collaborateurs qui me disaient, allez, il n'y a qu'à, il suffit de... Et donc, devoir, pendant cette période-là, dire non, on va prendre le temps de faire les choses convenablement. Et là encore, dans ce qui me conforte, c'est que ce qu'on voit, c'est que les chiffres de participation à des formations digitales aujourd'hui rediminuent sensiblement. Ça ne me réjouit pas, mais ça montre en tout cas que quand on proposait du n'importe quoi aux clients, malheureusement, ça en a dégoûté ou ça en a détourné de ce genre de choses. Donc, ce qui est important quand on est dans une fonction managériale, quand on dirige une entreprise, c'est de prendre des décisions, de penser le long terme, d'être en même temps dans le court terme. Et là, ça a été vraiment une épreuve de devoir prendre des décisions avec un flou, des décisions avec un terme de 15 jours. Anne-Catherine parlait de son plan stratégique à 2023. C'est tout à fait louable et on est dans la préparation de ce plan également chez nous. Mais en même temps, on ne sait pas ce que sera notre activité dans un mois. C'est quand même compliqué. Oui, tout à fait. Chez vous? Alors, je répondrai un peu comme Olivier. Je ne sais pas très bien, pour l'instant, si j'ai pris toutes les bonnes décisions ou pas. Il y a peut-être un élément, c'est que j'ai pas pris les décisions seule. Donc, j'ai rarement pris les décisions seule. On a toujours pris les décisions à 4, parce que j'ai un comité de direction qui sont des collaborateurs, mais avec qui je travaille de manière étroite. Et on a toujours eu un consensus sur les décisions qu'on prenait. Après, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on est parti dans la bonne voie ou pas? Moi, je pense aussi que, voilà, effectivement, on a un plan sur 2023, mais on va le remettre en question tout le temps. Donc, le principe, c'est que tous les 3 mois, on regarde où on en est et puis on bifurque si c'est nécessaire. Ça doit rester très agile et c'est en fait une ligne conductrice, mais qui peut varier. Voilà, donc j'ai un peu de mal à répondre à la question sur est-ce que j'ai pris une mauvaise décision et comment j'ai vécu ça. Il y a peut-être aussi quelque chose, c'est que moi je suis partie en vacances comme tout le monde et je suis rentrée extrêmement fatiguée après 2 semaines parce que j'avais sans doute le contre-coup. Et il m'a fallu un peu de temps pour retrouver cette énergie de base. Et ça, j'ai pu le dire à mes collaborateurs en disant, écoutez, moi je suis crevée, quoi. Et tout le monde trouvait ça un peu logique que je le sois vu ce qui avait été porté. Mais en même temps, il faut être capable de pouvoir se dire, ok, maintenant je dois encore alors sans doute prendre un peu de recul à mon niveau et prendre le temps de vivre et de me poser avant de repartir, quoi. Ok. Je vais donner la parole à Alain et je voudrais aussi rappeler qu'on va tout doucement passer aux questions de l'audience. Donc, vous en ligne et vous ici présent. Donc, voilà, Alain. Oui, la décision, j'en ai pris un certain nombre. Effectivement, jamais seul non plus. Et l'avenir nous dira ce que ça donnera. Je crois que quand j'ai parlé à l'entreprise, j'ai exposé en fait le fait qu'il fallait décider dans un monde d'incertitude. Et donc, voilà, on n'a pas la boule de cristal. Par contre, moi, je parlerai plus de ce qui m'a vraiment fait avancer, c'est la problématique de la non-décision. Je crois que ce que ça a mis en lumière, c'est que
quand on est dans le business as usual, même si les choses fonctionnent, on est quand même focus sur le chiffre d'affaires du prochain trimestre, de la prochaine année, et puis ça va. Et on est conscient de plein de choses qu'on doit mettre en place qui nous paraissent pas et sur lesquelles on n'y va pas. Où on décide pas. Voilà. Et je trouve que cette période-là, moi, m'a amené à dire non. Maintenant, il faut y aller. Des choses qui, j'ai parlé d'aménagement des bureaux, c'était un truc dont on parlait beaucoup, et j'ai plein d'autres exemples, notamment des projets nouveaux qui sont sortis, sur lesquels finalement on a soit de la peur, on a peur de se tromper, etc. Et donc moi-même, c'est un apprentissage pour l'entreprise de dire, si on se trompe, on se trompe. Mais là, de toute façon, aujourd'hui, là où on est rendu, comme on dirait, il faut qu'on se mouille. Pour moi, l'apprentissage, c'est plus la problématique de la non-décision à titre personnel, mais aussi au sein de l'entreprise, de rester sur le business as usual. Et aujourd'hui, la peur de l'échec, c'est quelque chose qu'on doit absolument inculquer à tout le monde dans l'entreprise. Enfin, pas la peur de l'échec, la non-peur de l'échec. Le fait que l'échec apporte, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup pratiquer maintenant dans l'entreprise. Okay. Alors, je ne connais pas dans le détail ton organisation ni toi-même, mais tout à l'heure, quand tu expliquais la raison pour laquelle tu t'étais attaqué à la réorganisation des bureaux, c'est que ça avait du sens. Oui. Et peut-être qu'à certains moments, on ne prend pas la décision, on est dans le business as usual, on laisse passer des choses plus prioritaires parce qu'on ne perçoit pas le sens, parce que ce n'est pas le momentum. Et ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir l'accepter en tant que manager et aussi être indulgent avec vous-même en tant que responsable d'entreprise, c'est que des fois on cherche le sens et qui n'est pas évident. Et quand il est évident, alors effectivement, il faut pouvoir saisir cette opportunité pour y aller. Et là, en l'occurrence, ça avait du sens parce que tu voulais préparer et marquer le coup de la reprise. C'est ce que j'ai entendu. Donc, je partage à 100% ce que tu viens de dire, franchement. Les choses, en fait, à un moment, prennent du sens, exactement. Ils sont justes, en fait. Je crois qu'il y a une question de justesse qui fait qu'à un moment, les choses sont justes parce qu'il y a eu évidemment des éléments qui sont préparatoires, qui sont arrivés, et puis des événements internes ou externes font que maintenant, c'est le momentum. Voilà. Et donc, c'est le côté opportunité qu'offre une crise, en fait. Donc, oui, c'est ça. Et quand on dit crise-opportunité, c'est un beau mot, c'est super sympa, yin-yang. Mais encore faut-il effectivement avoir la lucidité, l'intelligence de saisir cette opportunité au moment où elle passe devant. Et c'est ça, finalement, l'enjeu des boîtes à l'heure actuelle. C'est de pouvoir la saisir et la mettre au bon endroit. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais donner la parole donc au public. On va commencer par Rémo. Donc Xavier, qui est le modérateur de l'outil. Est-ce que tu as en tout cas la première question qui te vient? Le choix sera facile à faire. Il y a une question ici de Véro Bochard, la deuxième qui est importante. Dans les entreprises représentées, donc une question pour le panel, est-ce que les sondages, les prises de température ont eu lieu pour évaluer la satisfaction des employés et leur permettre d'exprimer leurs difficultés et également proposer des nouveautés, ce genre de choses? Ok. Merci. Donc. Répéter la question. Je rapproche un peu du micro. Donc voilà, la question de Véro Bochard. Dans les entreprises représentées, est-ce que des sondages, des prises de température ont eu lieu pour évaluer la satisfaction des employés et leur permettre d'exprimer leurs difficultés et de proposer du nouveau? Voilà. Ok. Donc je laisse la parole aux entrepreneurs. Oui. Nous, on fait un sondage par mois. On l'a fait tous les mois pour voir comment ils allaient. Il y a eu un sondage sur le télétravail, il y a eu un sondage sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, comment est-ce que vous nous évaluez sur la manière dont on gère la crise, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre en plus. Enfin, on fait ça à peu près tous les mois. Okay. Donc vous faites évaluer aussi par les employés. Oui, okay. Oui. Okay. Oui. Super. Chez les autres? Oui, de notre côté, mais ce sont des pratiques qu'on avait déjà avant la crise. Alors, il y a une enquête annuelle qui a lieu en décembre normalement, et donc là pour le coup c'était avant la crise et ce sera après, mais dans le cadre d'une démarche bien particulière. Mais sinon, c'est surtout un dialogue qui était déjà mis en place avec les managers au sein des équipes et qui était maintenu et qui a même été renforcé pendant cette période-là.
Ok. Chez nous, non pas à proprement parler de sondage, non, effectivement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de rester beaucoup en contact. Je prenais l'exemple d'Olivier tout à l'heure. C'est vrai que moi personnellement, j'ai essayé d'appeler régulièrement les personnes qu'on entendait moins. Donc maintenir des réunions régulières par Teams, même s'il n'y a pas de sujet. Mais le sujet, c'était voilà, d'amener ce qu'on avait. Et donc, il n'y avait pas d'activité, donc il n'y a pas de sujet. Donc, on a une réunion de planification tous les lundis qui a pour objectif de gérer les projets en cours. Il y avait 0 projet en cours, mais on a fait des réunions de planification quand même parce que c'était vraiment l'occasion voilà, moi je profitais de ce moment pour faire sortir les choses, les questions personnelles, collectives, etc., etc. Donc on n'a pas structuré, enfin le feedback, on l'a plutôt fait de manière un peu intuitive, en tout cas en ce qui nous concerne. Ok, merci. Donc là, je me retourne vers les participants qui sont ici parmi nous. Donc, est-ce que vous avez une question à poser au panel? Oui, ici. En fait, j'ai 2 questions pour le panel. La première, c'est dans vos organisations, que pensez-vous qui est vraiment dur ou impossible à faire en remote? Donc, il faut que les gens soient physiquement là, en fait. Mais vraiment challenging pour vous. Ça, c'est la première question. On va peut-être juste répondre à celle-là et on reviendra sur l'autre après. Merci. Le plus difficile pour nous, c'est on a une équipe créa, donc ils doivent pouvoir brainstormer, créer ensemble, etc. Et donc c'est la première équipe qui est revenue en présentiel quand il y avait des réunions de brainstorming, parce que c'était vraiment trop complexe à organiser en ligne. Je vais prendre un chemin détourné pour répondre à la question. Personnellement, si je suis venu dans ce métier de la formation, c'est pour les contacts, c'est être au quotidien avec des collègues, avec des êtres humains, des hommes et des femmes, être comme ici face à des personnes. C'est pas pour être face à des écrans. Si j'avais voulu être face à des écrans toute la journée, j'aurais peut-être choisi la finance. J'aurais eu 3 grands écrans devant moi au téléphone à appeler New York ou Tokyo pour acheter et vendre. Je suis fondamentalement, comme la plupart des êtres humains, un animal social. Et on peut faire ce qu'on veut, du contact par Teams, par Zoom, par Skype, c'est pas la même chose. 3 fois par an dans notre organisation, on organise un meet-up, c'est-à-dire une réunion avec l'ensemble du personnel qui est une journée créative, une journée de plaisir. Nous l'avons faite cette semaine, c'était mardi, et on l'a faite en digital. Donc c'est possible, mais en mettant vraiment attention, le calembour va être lourd, en mettant les petits plats dans l'écran. Voilà, donc vraiment des moyens techniques pour avoir une expérience très positive, mais c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, on peut tout faire en remote, mais ça ne sera jamais la même chose qu'en conditions normales. Merci. Non, je n'ai pas vraiment d'apport scientifique sur la chose. Mon feeling, c'est on peut faire énormément de choses en remote. Mais je crois qu'il y a un mot qui me paraît difficile de réaliser, c'est créer. Tu vas parler de création tout à l'heure, que ce soit la création dans le cadre d'un projet, que ce soit de créer un collectif, que ce soit de créer du sens, du partage. Voilà, je crois que ça, en remote, ça me paraît quand même très compliqué. Donc voilà, tout ce qui va être lié à la création de quelque chose sur un projet ou dans un groupe ou dans un collectif ou dans une atmosphère qu'on veut partager. Je pense que la présence humaine est indispensable. Et je rejoins aussi le fait que l'humain étant pour moi essentiel, à distance, c'est quand même plus compliqué. Je me permets de rebondir là-dessus et citer un texte biblique, je pense, qui commence par ces mots: les individus et les interactions plutôt que le processus et les outils. Et donc c'est vrai que techniquement on peut faire plein de choses, mais voilà, il y a qu'à voir la journée agile aujourd'hui et bravo aux organisateurs d'avoir su faire quand même quelque chose d'interactif, mais c'est sûr que c'est pas la même énergie que quand on est en vrai, quoi. Je voulais aussi dire que quand on a parlé
du télétravail de manière... Quand on a parlé du télétravail avant cette crise, encore une fois, je vais refaire mon père Castor, on savait, enfin du moins les professionnels du télétravail savaient que c'était nécessaire de le structurer, de l'organiser, mais surtout attirer l'attention des managers en disant attention à la perte de lien social et au sentiment la perte de sentiment d'appartenance par rapport à l'organisation et à l'équipe. Et demander aux managers d'organiser les journées où le personnel était ensemble dans l'organisation d'une manière différente et beaucoup plus collective que traditionnellement en organisant son travail chacun dans son bureau. Et donc, ça me fait effectivement penser, encore une fois, à ce qu'on vit. Tout est possible, mais attention à la perte d'identité par rapport à l'organisation, perte de lien social et surtout au réflexe de travail collectif par rapport à l'organisation. Ok, merci. J'aimerais te donner la parole, mais je voudrais d'abord savoir si quelqu'un d'autre a une question, et même sur Remo. Ah, ok, ici. Peut-être ici devant. Oui, merci. Oui. La question, c'est par rapport à la proactivité et la motivation des employés, parce que j'ai entendu le mot délégation tout à l'heure. Et par rapport avant le Covid et après Covid, et les managers ont eu le sentiment de déléguer plus, parce que généralement, la plupart des managers ont peur parfois de déléguer, mais ça risque de tuer la prise d'initiative et la proactivité chez les employés. Donc, et d'un côté, par rapport lié à ça, aussi donc disponibilité du manager pour les employés, ce qui est devenu encore plus présente. Est-ce que je peux juste te demander de reformuler la question? De nos jours, est-ce qu'on délègue plus qu'avant? Je sais pas qui. Vas-y, je t'en prie. Nous, ça fait partie maintenant des processus de l'agence. Donc, les managers sont formés à la délégation. On les encourage vraiment à le faire. Je reviens aussi sur les casquettes, hein, donc ça dépend des moments. Je dirais pas qu'il y a plus de délégations que moins aujourd'hui, parce qu'on était déjà fort dans ce processus. Et de la proactivité, il y en a eu à tous les étages, je dirais, pendant cette période, parce que ça fait aussi partie de l'ADN de l'agence. Chacun est libre de venir avec une proposition en disant tiens, je pense qu'on pourrait faire comme ça, j'ai réfléchi à ceci, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc ça fait partie des processus de l'agence. Donc en ce qui nous concerne, ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. Okay. Je pourrais ajouter, il n'y a en effet pas plus ou moins de délégations, mais plus de besoin de formaliser des moments où on se parle. Parce que, alors, je ne vais pas rentrer dans la caricature de la machine à café où on parle beaucoup de choses, et c'est vrai. Mais quand on est en entreprise, quand on est dans les bureaux, on se croise, on est à une autre réunion, et juste avant le début de la réunion, on peut dire, tiens, et tu en es où? Donc, on se parle. Ici, il faut prévoir des moments formalisés et plus nombreux pour se parler, pour faire le suivi de ces délégations. Ok. Merci. Ah oui, François. Ici devant. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi je suis coach aussi en entreprise et j'ai trouvé très difficile de formaliser l'informel. Et je suis curieux de voir d'entendre ce que vous avez mis en place pour formaliser cet informel à défaut d'une machine à café. Moi j'ai vu un truc intéressant, c'est des gens qui avaient créé une salle Zoom et ils appelaient ça machine à café. Et comme c'est une communauté internationale, il y avait des temps horaires, enfin bref, il y avait tout le temps, 24 heures par jour, il y avait quelqu'un là. Et donc, si tu voulais un peu d'informel, tu pouvais te connecter à cette salle Zoom et les gens avaient tous un mug et voilà, ça discutait. On savait que ça discutait pas boulot. C'était le lieu de l'informel. Parce que je rejoins, c'est vraiment ça, c'est comment on formalise l'informel, c'est pas évident. Donc, je crois que c'était une chouette idée. Alors, nous, on a un logiciel, en fait, en mode collaboratif, on a une politique zéro mail interne.
bon, on tend vers ça. Hein. On est, à mon avis, à 70% de mails économisés déjà quand même. Et donc là, il y a du chat, il y a toute une série d'outils qui sont mis à disposition. Donc ça, c'est le premier élément qu'ils ont beaucoup utilisé. Et le deuxième, c'est qu'ils ont organisé beaucoup de drinks fin de journée. Donc à la place de la machine à café, c'était plutôt le drink d'équipe à 5h, 5h30, où chacun, là on est sur le côté plus informel, mais on échange aussi de l'information. Donc ça s'est fait comme ça. Les i-apéros. Les i-apéros. Mais nous, par exemple, on n'a pas d'outils de chat interne, et c'est un besoin que j'avais ressenti depuis longtemps, qu'on n'a pas mis en place. Et ici, ça nous a vraiment frappé la figure parce qu'on est resté dans la communication classique au-delà de Teams, Zoom, etc., en termes de mail, et c'était absolument épouvantable. Et donc là, je me suis bien rendu compte de l'utilité et de l'importance d'avoir cet outil plus collaboratif que de l'outil classique que du mail. Et donc, c'est aussi un enseignement. Parfait. Je pense qu'on avait une question en ligne. Je te donnerai la parole, Marie-France, après. Donc, Xavier. Oui, donc ici, on a quelques questions. Donc, le système de vote a fonctionné. Et c'est la bonne nouvelle, donc je vais prendre celle qui est tout au-dessus. Donc ici, donc, la question, c'est comment l'application de pratiques agiles vous a aidé à traverser la crise? Ok. Est-ce que c'est clair, déjà, les pratiques agiles, ou une ou l'autre? Donc, ok, je vous donne la parole alors. Alain, peut-être? Je parlais de pratiques d'intelligence collective ou de management collaboratif, puisque c'est ce qu'on fait. Alors, je ne peux pas prétendre que ça nous aide à passer la crise, parce qu'on est encore en plein dedans, donc objectivement, ce serait très prétentieux. Mais par contre, ce qui m'a frappé très rapidement, c'est que notre habitude et notre culture qu'on a commencé à mettre en place depuis 2 ans, en termes de transparence, de libération de la parole, etc. Donc très vite, quand on faisait nos premières réunions en Teams, ça n'a jamais été la cacophonie. On a facilité chacune des réunions, on a fait des tours de parole, et ça, c'était extrêmement réconfortant. Et donc, je crois que personne ne s'est senti un peu mal à l'aise, comment je me positionne dans une réunion en Teams, etc. Donc ça, je crois que c'est un des premiers points. Et le deuxième point, c'est effectivement qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis 2 ans a amené de l'autonomie, de la proactivité, sans attendre que ce soit suscité par le management ou la hiérarchie. Et donc, ça a créé de la dynamisation sur des produits. Je parlais des produits Covid tout à l'heure. Fondamentalement, ce truc-là, ça a démarré un dimanche soir sur le WhatsApp de quelques personnes de l'entreprise en disant j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on fait? Le lundi matin, il y avait 4 personnes qui étaient autour, et le mardi, il y avait une première pharmacie équipée, et c'est parti de là, et ça a pris des proportions très importantes, parce que finalement, on en a vendu 3000, 4000, je sais plus. Donc ça, franchement, si on avait été dans un modèle où c'est le management qui doit réfléchir, ça ne serait jamais passé, ou ça aurait pris 3 mois. Donc voilà, je crois que ça, c'est 2 éléments qui, en tout cas, nous ont aidés. Alors, pas pour ça qui nous a fait passer la crise, mais ça nous a aidés, en tout cas. Okay. Olivier, Si je n'avais pas parlé tout à l'heure de fabrique et de la métaphore des biscuits, j'aurais repris celle-là maintenant. C'est en tout cas typiquement quelque chose qui nous vient également de nos pratiques agiles que nous avions déjà. Anne-Catherine? Nous, c'est le mode tribu. Hein. Donc, c'est mettre des projets, de décider d'un projet et de mettre les bonnes personnes autour de la table et d'avancer step by step. Ça faisait déjà partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, voilà. Comme Alain, je ne sais pas si on va passer à travers cette crise. En tout cas, on a l'air d'avoir quand même des perspectives sur 2021. Mais en tout cas, ce sera une belle expérience humaine quand même. Ok, merci. Ok. On va peut-être prendre la question de Marie-France. Premier rang. La question, je vais la poser également à Anne-Catherine et Olivier. Donc, on parle beaucoup d'intelligence collective depuis le début de cette session. Mais l'intelligence collective, on a beaucoup parlé de l'intelligence collective par rapport aux gestionnaires d'équipe.
Mais quid de l'intelligence collective mise en œuvre sur le terrain? Tu as parlé du WhatsApp qui avait été mis en œuvre un dimanche par certains de tes collaborateurs et vous les avez suivis. Mais dans les autres sociétés, est-ce que vous avez favorisé l'intelligence collective en partant de la base et non pas uniquement en partant des responsables d'équipe? Comment vous l'avez incité, valorisé, amélioré? Alors nous, ça part pas toujours des responsables d'équipe, ça part de n'importe qui dans l'entreprise qui a une idée et qui veut la développer. Donc la proactivité, elle se trouve à tout niveau et les responsables d'équipe sont habitués aussi à favoriser ça d'une manière ou d'une autre et à prendre les points en fonction et à les remonter si nécessaire. Les remonter pour l'instant parce que justement on n'a pas ce côté informel où quelqu'un peut venir frapper et dire tiens j'ai pensé à ça. Donc ça doit remonter différemment, mais bien entendu ça part de la base. Hein. C'est eux qui sont en contact avec les clients, c'est eux qui sont en contact aussi avec qui voient des choses évoluer. On a mis pas mal d'outils en place aussi, on a développé un outil interne pour nos clients pendant cette période-là, mais c'est venu de la base. Oui, la manière dont j'ai raconté notre fabrique laisse à penser qu'il y avait en effet que les managers qui étaient impliqués. On était en tout cas dans une pièce virtuelle où on a réuni les managers, mais qui ensuite retournaient constamment auprès de leurs équipes de cette manière-là. Et donc, dans des allers-retours, ça reste difficile, et encore plus en virtuel, de réunir 100 personnes en même temps et dans la mise en place d'outils qui permettent de faire émerger l'intelligence collective et puis de faire remonter des idées. Donc, on doit également favoriser des canaux de communication, mais ces canaux de communication ont pour objectif de permettre l'expression de chacun et de chacune. Merci. Donc, on a une question de Christian. Voilà, donc moi j'avais une question, on a beaucoup parlé d'hier, d'aujourd'hui. Projetons-nous à après-demain, le jour où éventuellement on reviendrait à un présentiel à 100%. On ne peut pas dire, tiens, on reprend, enfin, il ne me semble pas logique et pertinent de dire, on reprend le modèle précédent et on le réapplique à un présentiel en 100%, sachant ce qu'on a traversé, sachant que les équipes ont travaillé en home working durant une partie du temps. Quelle stratégie pensez-vous ou mettez-vous les gens en place en vue de pouvoir accompagner un éventuel retour à 100% en présentiel? Je vais peut-être juste ouvrir le possible là, et si on ne revenait pas à 100% en présentiel. Voilà, ok. Je l'inclus dans ta question, je me permets. Donc, je vous laisse la parole. Et je voudrais aussi entendre Bruno et Sam. Alors, peut-être commencer. On a beaucoup parlé d'organisation, d'intelligence collective. Il y a un autre concept lié à l'agilité qui me tient particulièrement à cœur par rapport à notre activité, c'est l'organisation apprenante. Dans une période comme celle-ci, le mot d'ordre, c'est s'adapter. S'adapter aux circonstances actuelles, présentes et parfois en période de crise, et puis s'adapter à ce demain, un retour du présentiel ou un autre modèle. S'adapter, c'est apprendre, et apprendre, c'est s'adapter. Donc, en tout cas, préparer demain, c'est retenir ce qu'on a vécu aujourd'hui, en retirer le meilleur et se mettre dans des conditions où nous apprenons constamment. Alors, ça en fait en même temps la promotion de notre métier de la formation, mais c'est de pouvoir retirer constamment le meilleur d'une situation et de voir ce qu'on en retient pour la suite, pour s'adapter. Et l'être humain est un animal qui s'est constamment adapté. Vous connaissez tous cette phrase de Darwin qui dit que celui qui réussira n'est pas le plus intelligent, mais celui qui pourra s'adapter. Et donc voilà, c'est en tout cas rechercher les modes d'adaptation les plus pertinents. Par rapport au Covid, c'est sûr que, on l'a dit plusieurs fois, c'est un accélérateur. Donc ça fait un effet loop sur ce qui fonctionne pas. Par exemple, au remote, il y a des choses qui vont très bien, il y a d'autres limites. Et je pense une des clés aussi par rapport aux organisations, c'est pas nécessairement avoir la stratégie, j'ai trouvé, c'est ça qu'on va faire, mais finalement de continuer avec tous les outils qu'on cite depuis le début de la conférence, Agile, l'intelligence collective, etc. Souvent, les meilleures idées en entreprise, ça va venir des employés. Et donc d'avoir un système
qui consiste à, on parlait de feedback, de machine à café, etc., à ce que quelque part l'organisation puisse entendre les idées des employés, des collaborateurs, et que les collaborateurs aussi soient prêts à faire quelque chose par rapport à ça. Hein, c'est pas, allez, faudrait des nouveaux ordinateurs, débrouillez-vous les RH. Qui n'est mieux placé qu'un informaticien pour suggérer le type d'ordinateur, etc. Moi, c'est des expériences que j'ai déjà pu avoir entre 2006 et 2010. On faisait partie d'une société qui s'appelait Axen, une société de services informatiques. Et par exemple, on avait des ordinateurs. On va dire que le package ordinateur, c'était 3 000 €. Mais en fait, l'ordinateur ne valait que 1 200 €. Et tout le reste, c'était de logiciels, etc. Et plutôt que de râler dans notre coin et se dire oh, c'est des cons, ils nous filent pas de chouettes ordinateurs, etc. Il y a quelqu'un déjà qui allait remonter cette info au management, parce que ça, c'est un message que je lance. Le nombre de fois où dans les organisations, on découvre un problème et le CEO va dire quoi, ça fait 2 ans qu'il y a ça, mais pourquoi personne m'en a parlé? Donc, remonter les choses et amener des suggestions. Et dans l'exemple que je donne, au final, il y a quelqu'un qui a été d'accord de prendre ce projet. La direction lui a fait confiance et lui a donné les moyens et lui a donné aussi des contraintes. Hein, c'était pas open bar. Il a fait une étude auprès de tout le personnel, de tous les consultants en informatique. Et voilà, happy end. À la fin, on avait un super package, mais l'organisation a pu entendre et soutenir l'idée. Et au final, elle venait de quelqu'un. C'est pas de toujours attendre non plus que quelqu'un ait l'illumination. Merci. Voilà pour moi. Juste avant que tu prennes la parole, Sam, Denis, est-ce que je pourrais te donner un petit mot à la fin? Ou en tout cas, oui, ok, merci. Oui, ça va. Sam? J'ai pas effectivement grand-chose à ajouter par rapport à ta question. Je ne sais pas ce qui la motive non plus. Je pense effectivement que les managers qui sont là et les managers de manière générale, s'ils sont conscients du fait qu'ils doivent adapter leur rôle à la situation, ils ont démontré aujourd'hui que par rapport à la situation qu'ils vivent dans leur organisation, ils se sont adaptés, ils essayent d'avoir une longueur d'avance et ils essayent de sonder au maximum leurs collaborateurs pour être adaptés. Voilà. Je pense que c'est un excellent message à l'ensemble des managers qui nous regarderaient, ou des vôtres, ou de vous. Après demain, on verra. Moi, je dirais que c'est un peu plus... Enfin, j'aurais un autre type de réponse. Moi, j'aimerais bien que le télétravail, parce que nous, on va vraisemblablement, la demande, c'est 2 jours par semaine, ce télétravail ne soit pas une réponse au Covid, mais que ce soit en fait une volonté de l'entreprise de partir vers autre chose. Et donc, vraisemblablement, pour l'instant, on leur a demandé de revenir 2 jours, mais il y en a qui sont là tout le temps. Ce qu'on va demander à un moment donné, c'est que tout le monde revienne à 100% pendant une période X, qui peut être d'1 mois ou de 2 mois, mais qu'on prenne alors le temps au niveau de l'entreprise de discuter, OK, quelles sont les modalités qu'on va mettre en place par rapport à ce télétravail? Comment est-ce que vous voyez les choses et qu'est-ce qui vous arrange? Parce que j'entends pour l'instant des choses un peu aberrantes qui viennent de mon management français qui dit en tout cas pas le lundi et le vendredi. Je dis mais pourquoi? Mais parce que sinon c'est des longs week-ends. Je dis mais vous rigolez ou quoi? C'est n'importe quoi. Enfin, et donc il faut pouvoir adapter la situation à chacun. Les croyances. Ça c'est la première chose. Par contre, là où on a déjà anticipé, c'est que nous on travaille dans l'industrie graphique, donc ils ont des énormes écrans, des gros ordinateurs. Ils vont pas les trimballer en transport public ou enfin c'est juste pas possible quoi. Excusez-moi, je passe. Et donc ce qu'on a déjà mis en place c'est du VNC, donc la possibilité et on est en train de finaliser, de terminer ce travail pour que tout le monde, tous ceux qui doivent être équipés de cette manière-là puissent l'être et qu'on puisse alors rapatrier nos grosses machines dans l'entreprise, mais qu'ils aient la possibilité certains jours de travailler chez eux. En fait, on a des limites au niveau technique pour l'instant pour ces raisons-là. Et c'est ça qu'on est en train de résoudre aussi. Mais après, ce sera une discussion dans l'entreprise sur OK, comment est-ce qu'on organise ça. Ça va. Merci. Donc, on arrive au terme du panel. Je vais demander justement qu'on puisse avoir l'image de la tablette de Denis, pardon, qui illustre justement le panel. Et je vais demander aux personnes, aux membres du panel, en quelques mots,
quel est le cadeau qu'on pourrait faire justement aux personnes qui nous écoutent, donc qui sont ici présentes ou en live, pour, je sais pas, s'adapter au changement ou voilà. Quel serait le petit gift de cette session? Je vous laisse 30 secondes. À mon avis, vous pouvez y aller. Donc, Olivier, si tu as un mot. Sur le changement, je vais partager ici le message que j'ai partagé à mes collègues lors de la journée qu'on a eue tous ensemble mardi, puisque nous sommes dans une période de changement. Nous sommes tous confrontés à beaucoup de changements. Nous pouvons avoir des résistances au changement, ou plutôt des préoccupations par rapport au changement. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire et ce que je partagerai ici, c'est que nous sommes le changement. Chacun est le changement. Et à partir du moment où on intègre cela, le fait que je suis le changement, je ne dois pas être résistant ou c'est moi qui participe à ce processus et ça permet de voir ce que moi-même je dois mettre en place par rapport à ce changement. Merci. Anne-Catherine? Je dirais qu'il faut toujours y croire, que il faut avancer et avancer il y a toujours des solutions à tout. Et donc, moi, je reste très optimiste malgré la situation dans laquelle on est. Et je crois que le plus important, c'est de toujours y croire, quoi. Merci. Moi, je parlerai de confiance et de la magie, finalement, de savoir qu'on n'est pas seul dans le pilotage de l'entreprise et qu'on a les équipes avec nous. Et ça, c'est une grande force dans ces situations, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans son bureau et que ce qu'on a mis en place nous aide à aller plus loin, être plus fort et agir en conscience du moment, mais aussi surtout en confiance dans notre capacité à rebondir. Merci. Sam? Brièvement, j'ai envie de dire que le non-changement, c'est une illusion, en fait. Et donc, il est en permanence là, autour de nous, dans nos vies, dans le monde, dans nos organisations. La société est en perpétuel changement. Si vous posez la question à mon fils de 11 ans, ou même à ceux qui sont dans leur dernière année d'études et qui sont prêts à se positionner sur le marché de l'emploi, ils auront encore une profondeur de plus en plus large sur le fait que ça change et que ce n'est pas du tout l'idée de personnes qui ont 45, 50, 60 ans. Donc en permanence, les sociétés changent. Elles ont chaque fois une longueur d'avance par rapport aux organisations. Et donc forcément que dans nos organisations, on doit s'adapter et essayer d'être le plus en phase possible avec ce changement. Je dirais que ce qui fait la différence, c'est peut-être ceux qui s'outillent ou s'entourent de personnes qui ont des outils, qui mettent en œuvre des outils, des méthodes pour pouvoir y arriver, faciliter. Parce qu'effectivement, c'est pas facile pour tout le monde, et encore moins pour un chef d'entreprise qui a une centaine de collaborateurs en dessous de lui, de décider de changer, d'amener sa boîte dans une direction X ou Y. Mais par contre, d'étoffer sa boîte à outils ou de faire en sorte que ses collaborateurs aient aussi une boîte à outils qui les aide et qui facilite leur travail au quotidien, c'est peut-être ça qui fera la différence au final. Voilà. Bruno? Tu parlais de boîte à outils, donc moi, mon cadeau, ça va être de vous parler d'un outil dont je suis particulièrement fan. Ça s'appelle le Famidam. Donc, ça vous permet de bien communiquer. Vous avez déjà remarqué que d'une personne à l'autre, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, c'est différent. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre équipe agile. Finalement, c'est un peu comme des personas. Et si vous êtes intéressé par le développement personnel, vous pouvez aussi aller vers ce qu'on appelle la mission de vie. Donc, moi, j'ai la croyance qu'on est tous là pour une raison, qu'on a quelque chose à faire sur cette terre et à chacun de décider de le faire ou pas. Et quand vous arrivez à toucher cette mission de vie, au sein d'une organisation, moi j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui me permettait de faire ma mission de vie en termes d'efficacité, de motivation. C'est vraiment en termes de sens dont tu as parlé tout à l'heure. C'est vraiment génial. Enfin voilà, moi je suis très fan de ce modèle, donc je mettrai quelques liens sur Twitter, sur le hashtag Journée Agile. Voilà, donc les Famidam, si vous voulez en discuter, après ça avec plaisir. Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi donc ce panel. Je pense qu'on pourrait peut-être remettre en incrustation l'image que oh là là, je vais y arriver. Denis est en train de nous dessiner. Pour ma part, je vous invite vraiment à rester connecté. Donc, il y a des petites infos qui passent pendant les pauses. Sur Remo, on ouvre le networking. Donc, à très vite. Et on retrouvera Jean-Pierre Lambert après la pause. Merci beaucoup. Qui n'a rien à voir.